à tous, le micro marche. Le micro marche, la salle est éclairée, le public est présent, c'est plutôt une bonne nouvelle. Merci donc à tous d'être ici en ce lundi matin. Je suis un peu impressionné, non pas de parler devant du monde, ça m'arrive souvent, mais c'est la première fois que je le fais sur une scène de théâtre, et a fortiori un aussi beau théâtre. Donc c'est quand même plutôt sympathique d'être avec vous aujourd'hui. Merci à tous d'être là et d'avoir été matinaux pour être avec nous. Je me dis que pouvoir se réunir comme ça aujourd'hui pour une journée de débat dans un lieu aussi magnifique, avec des intervenants aussi prestigieux et aussi qualitatifs, c'est quand même que nous vivons quand même dans un pays qui n'est pas c'est pas si pire, quoi. Notre pays ne va pas si mal que ça, quoi qu'on pense de nous-mêmes. Être capable de débattre et d'essayer de le faire de la façon la plus intelligente, la plus éclairante et la plus sympathique possible, c'est quand même pas si mal. Donc merci à tous d'être ici. Comme tout commence avec la jeunesse, nous commençons du coup cette journée de débat par le thème de la jeunesse, avec deux intervenants que je suis particulièrement content d'avoir à mes côtés. Salomé, avec laquelle j'étais sur un festival littéraire hier à Chambéry, donc on est venu, on n'était pas très loin, et Serge Guérin. Alors Salomé, je commence par vous. Je vous vois, même si en réalité on se tutoie quand on est en coulisses, mais ça ne se fait pas par ici. Voilà, c'est la convention. Donc vous êtes journaliste, vous travaillez, ou vous avez notamment travaillé pour Blast, pour France 5 et pour France Info. Vous êtes jeune, vous avez 28 ans. C'est relatif. Hein. Exactement, exactement. Vous avez 28 ans, mais vous êtes forte, vous êtes même très forte. En tout cas, je vous le dis sincèrement. Quand on vous écoute dans les médias ou quand on vous lit, et je vous ai lu avec beaucoup d'intérêt, Sois jeune et tais-toi, c'est son livre, paru en début d'année aux éditions Payot. Quand on vous écoute dans les médias ou quand on vous lit, on est assez impressionné par votre pensée structurée et votre expression particulièrement maîtrisée. Et voilà, un quinquagénaire comme moi peut vous le dire, en fait, c'est très agréable de se sentir plus intelligent après avoir entendu une quasi-trentenaire comme vous. Donc je suis particulièrement content de vous avoir à nos côtés. Serge Guérin, vous êtes vous aussi jeune, très jeune, mais un peu moins jeune que Salomé, c'est pas grave. C'est pas grave. Un jour, Salomé sera là et il y aura quelqu'un d'autre à la place de Salomé. Voilà. Donc vous êtes jeune, très jeune. Il est déjà en train de m'enterrer quand même, hein, si vous avez remarqué. Parce que là, je serais même pas là, je serais carrément plus là. Là-haut. Ou peut-être là-haut. Là-haut. Donc Serge, je suis pareil, je vous vois, mais on se tutoie au petit-déj. Vous êtes sociologue, un grand sociologue, un spécialiste des questions de vieillissement en particulier, et plus généralement des questions de solidarité. Vous êtes enseignant, vous avez vous-même beaucoup publié. Votre dernier bouquin, c'est La Silver Economy pour les nuls, mais celui dont on va en particulier parler aujourd'hui, c'est La guerre des générations aura-t-elle lieu, paru chez Calman Levy en 2017, avec un philosophe, votre co-auteur, Pierre-Henri Tavoileau. J'ai lu vos deux ouvrages avec beaucoup d'intérêt. Donc on va écouter Salomé et Serge, et puis ensuite on a trois étudiants de HEIP, qui est une école d'enseignement supérieur du groupe Omnes, trois étudiantes même, qui nous rejoindront pour les 10-15 dernières minutes, parce que l'école est partenaire de l'événement, et les trois étudiantes en question ont préparé des questions à poser à nos deux invités. Voilà comment ça va se passer. Moi, je vais surtout poser des questions, mais on m'a demandé de préparer un petit propos introductif. Alors, précisément sur la jeunesse, on sait que c'est toujours un exercice un peu piégé que de parler de la jeunesse. D'abord parce que, selon la formule consacrée et bien connue, la jeunesse n'est qu'un mot. Alors, pour les plus jeunes d'entre nous, qui ne connaissent peut-être pas cette citation et pas celui qui est son auteur, c'était un autre sociologue très connu, encore plus vieux que Serge, Pierre Bourdieu, qui insistait évidemment avec cette formule sur le fait que la jeunesse n'est qu'un mot, il n'y a pas de jeunesse uniforme. Il y a une jeunesse dorée, ou à tout le moins une jeunesse privilégiée, très privilégiée et souvent très diplômée. Et puis de l'autre côté, il y a évidemment une jeunesse beaucoup moins favorisée, une jeunesse précarisée. Une partie d'entre elles, d'ailleurs, on l'a vu se manifester très bruyamment et même très violemment au début de l'été. Donc voilà, une jeunesse, c'est plein de réalités en réalité différentes. C'est un exercice piégé aussi parce que parler de la jeunesse, ça nous rend toujours un peu schizophréniques. D'un côté, schizophrène. D'un côté, on valorise à mort la jeunesse, avec ce mythe de la jeunesse éternelle derrière lequel on court tous, en recourant à la chirurgie esthétique ou en allant fréquenter des salles de fitness de plus en plus nombreuses dans nos centres-villes. Donc on valorise la jeunesse et en même temps, c'est vrai qu'on a quand même tendance collectivement
à la déconsidérer en alimentant des schémas de préjugés extrêmement puissants. Entre une jeunesse qu'on considère totalement débile parce qu'elle est toute la journée sur son smartphone, une jeunesse dont on dit elle est quand même très hypocrite parce qu'elle est soi-disant éco-anxieuse et très engagée en faveur du climat, mais précisément elle est toujours en quête d'un nouvel iPhone ou d'une dernière paire de Nike, une jeunesse qu'on dit dépolitisée, totalement désengagée, puis parfois on dit si en fait elle est politisée, elle est engagée, mais elle est même radicalisée, elle va balancer du ketchup sur des toiles de maître dans les grands musées du monde et on se dit qu'est-ce que c'est que cette jeunesse. Donc voilà, cette espèce de guerre des générations, on a le sentiment qu'on la joue un peu à toutes les époques, entre d'un côté des vieux cons et de l'autre côté des jeunes cons. Je mets évidemment des guillemets à ces expressions. On est tous le jeune, on est tous le vieux, on est tous le con de quelqu'un, ça c'est sûr, et je n'ai pas de doute sur le fait qu'on va en particulier se le dire aujourd'hui. J'ai une première question. Alors, je pense à non pas une citation de Pierre Bourdieu cette fois-ci, mais de notre président de la République, notre Raïs à nous, comme dirait OSS 117, Emmanuel Macron, qui disait c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Il disait ça au lendemain du Covid, où effectivement, on s'était tous enfermés pendant 55 jours, et même un peu plus que ça, pour protéger les vieux. Hier, j'animais une table ronde avec Jean Viard, sociologue, que vous connaissez peut-être, et qui disait, c'était ça le Covid, en fait, on s'est tous enfermés, et en particulier, on a enfermé les jeunes pour sauver les vieux et les gros. Il disait, moi, je suis vieux et je suis gros, donc je peux le dire. C'était Jean Viard qui disait ça. Mais voilà ce qui s'est passé. Donc le président Macron, au moment du Covid, disait, comme c'est dur d'avoir 20 ans en 2020, j'aimerais Salomé et j'aimerais Serge, mais on va commencer avec Salomé, par avoir votre avis sur la réalité de cette difficulté à vivre en 2020 quand on est jeune. Est-ce que c'est parce que c'est très dur d'avoir 20 ans en 2020 que vous avez en particulier écrit ce livre? Et est-ce si dur d'avoir 20 ans en 2020 quand on se dit finalement en 1920, juste après une grande guerre mondiale et en pleine pandémie déjà, ou en 1940, après 10 années de grande dépression économique et avec la menace du nazisme, ou même en 1980, époque plus proche de la mienne, où il y avait le chômage de masse et une sexualité entravée par le sida à l'époque. Est-ce que c'est pire en 2020 qu'avant ? Alors merci beaucoup pour cette question. Moi je suis assez d'accord avec le président de la République sur ce coup. Effectivement c'est dur d'avoir 20 ans en 2020, c'est également dur d'avoir 20 ans en 2023. Je pense que ça sert à rien d'établir une gradation entre les différentes souffrances, entre les différentes époques. Évidemment chaque époque est spécifique, chaque époque a son lot de souffrances, mais très souvent le parallèle qu'on établit, il a été établi sur des plateaux de télévision pendant le Covid, vous venez de l'établir, c'est la première chose à laquelle on pense, c'est la guerre. Et on se dit, bon, les jeunes se plaignent, mais évidemment que c'était dur dans les tranchées en 14-18. Évidemment que c'était dur pendant la Seconde Guerre mondiale, mais je crois qu'il y a très peu de personnes ici dans la salle qui ont vécu une guerre mondiale. Il y a très peu de personnes aujourd'hui qui font partie de notre société. Alors, il y en a encore, mais ça ne représente pas la majeure partie de la société qui ont vécu ces époques qui sont effectivement extraordinairement difficiles que sont les guerres mondiales. Ensuite, bien sûr qu'il y a eu son lot de difficultés, il y a eu le chômage de masse, mais moi, l'objectif de mon livre, c'était de montrer que je trouve que c'est à minima aussi difficile que dans les années 80-70 d'être jeune aujourd'hui, voire plus difficile par certains aspects. Encore une fois, on ne peut pas tout comparer. En revanche, ce qu'on peut comparer, c'est la sensation, c'est le sentiment. C'est quelque chose qui a été fait par les enquêtes de l'IFOP, qui ont été rassemblées dans un livre de Frédéric Dabi qui s'appelle La fracture, et sur lequel je me suis appuyée à plusieurs reprises pour essayer de décrire le ressenti des jeunes. Et ce qu'on voit, c'est que par exemple, on a posé les mêmes questions à des personnes au même âge, mais à différentes époques, et on voit que les jeunes sont aujourd'hui 2 fois plus nombreux que dans les années 70 à avoir l'impression d'avoir une malchance de vivre à leur époque. Ils sont plus nombreux également à juger l'avenir effrayant, à avoir des difficultés à se projeter. Et ça, c'était un de mes points de départ pour écrire ce livre, parce que, et je crois que la pandémie n'y était pas pour rien, ou en tout cas ça a accéléré les choses, mais au début de cette enquête, une enquête dans laquelle j'ai mêlé vraiment des statistiques, un travail académique en essayant de m'appuyer sur le travail des sociologues, des économistes, sur les statistiques de l'INSEE, et des témoignages. Et donc pour ça, je suis allée voir des jeunes, de milieux sociaux très différents, de territoires très différents, avec des opinions politiques très différentes, à qui j'ai demandé « mais à quoi vous rêvez ? Quels sont vos rêves ?» Et j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de jeunes qui avaient des difficultés à rêver,
qui avaient vraiment des difficultés à se projeter dans ce temps long et que les circonstances dans lesquelles ils évoluaient n'y étaient pas pour rien. La première chose que vous diront absolument tous les sociologues, c'est qu'il n'y a pas une jeunesse, il n'y a pas une génération narcissique ou une génération climat ou une génération écran. Il y a plusieurs jeunesses. La jeunesse est vraiment plurielle, mais ce qui rejoint ces jeunesses, c'est quand même ce contexte. Et ce contexte, il est difficile. Et parfois, je trouve qu'on ne prend pas la mesure de la difficulté de ce contexte. Et la pandémie en a été une illustration accablante. C'est que oui, on a eu Emmanuel Macron qui nous a dit c'est dur d'être jeune en 2020, mais derrière, il n'y a pas eu de politiques publiques qui ont suivi, qui ont été à la hauteur. Et globalement, il y a eu un effondrement de la santé mentale des jeunes pendant cette période. Il y a eu vraiment un sacrifice, et je pense qu'on peut parler de sacrifice des jeunes, qui n'a pas été reconnu à sa juste valeur. Et on ne va pas ici avoir le débat de s'il fallait confiner ou non. Moi, je trouve que ça s'entend évidemment parfaitement de vouloir protéger une partie de la population. En revanche, on a complètement oublié le fait que, comme ils n'étaient pas mis en danger physiquement, on se disait que ce n'était pas si grave. Mais il y a des jeunes, et beaucoup d'entre eux ont eu la sensation de sacrifier leurs plus belles années. Des années à l'étranger qui n'ont pas été faites, des années d'études qui ont été sacrifiées, des anniversaires, des liens sociaux, des premiers couples, des premières amitiés, des premières sorties, des premiers voyages. Toutes ces années de leur vie, ils ont eu la sensation qu'elles leur ont été confisquées pour beaucoup d'entre eux et qu'il n'y avait pas la reconnaissance de la société à la hauteur du sacrifice, et vraiment j'emploie ce mot à dessein, qui avait été fait. Et ça, c'est un des éléments qu'on pourrait citer dans les éléments de contexte qui rendent le fait d'être jeune difficile. Je ne vais pas tout développer ici, mais il y a des éléments économiques, des éléments de contexte. Je pourrais évidemment parler de la qualité des emplois, de l'accès à des emplois qui ne sont pas précaires. Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'emplois précaires. On en avait 17% dans les années, en 1982 pour être précise. Aujourd'hui, on a 52% des emplois des jeunes qui sont précaires. Donc il y a quand même des vraies différences économiques. Même si ça ne dit pas tout de l'époque, ça dit quand même certaines choses sur ce que c'est que d'être jeune, notamment en 2023. Il y a la crise écologique, évidemment, en toile de fond, qui est extrêmement anxiogène. Et pour revenir aussi sur le plan économique, je pourrais parler du patrimoine, je le développerai peut-être après, mais aujourd'hui, le patrimoine est vraiment détenu par les plus âgés. C'est de plus en plus difficile d'accéder à du patrimoine, d'accéder ne serait-ce qu'à un prêt immobilier quand on est jeune. Donc il y a plein d'éléments de contexte, de paramètres, auxquels évidemment on rajouterait la pandémie. On peut aussi parler du contexte géopolitique. On a quand même une guerre en Europe, c'est la première fois depuis très très longtemps. Et souvent, ceux qui nous disent « moi de mon temps, c'était dur aussi », n'ont pas vécu ces époques de guerre terribles auxquelles du coup on ne peut même pas faire de comparaison. Et encore une fois, je ne veux pas faire de gradation, mais ce que je veux dire, c'est que c'est certainement pas plus facile d'être jeune aujourd'hui en 2023 que dans les années 70-80. Serge, toi qui es jeune, qu'en penses-tu ? D'abord, en effet, le fait d'être jeune ou pas ne dit pas grand-chose. Ok, t'es jeune, t'es pas jeune, t'es chauve, t'es pas chauve. Enfin, on peut trouver plein d'éléments. Mon idée des coiffeurs est peut-être différente de quelqu'un comme Salomé qui a plein de cheveux, mais pour le reste, voilà. Ce qui a été dit, c'est l'élément extrêmement important. En effet, sans rentrer dans à chaque fois, moi, ce que j'ai vécu, c'est plus dur, et ainsi de suite. Le moi, ce que j'ai vécu, qu'est-ce que tu as vécu, quoi, aussi. Mais la question des représentations. Sans doute que, mais c'est pas que les jeunes d'ailleurs, nous sommes rentrés depuis un bon petit moment dans des cultures extrêmement victimaires, où le jeu, c'est moi, c'est plus dur que toi, quel que soit le sujet. Moi, je suis plus victime que toi. Voilà. Je ne pense pas que c'est comme ça qu'on avance, mais en tout cas, ça fait partie du jeu. Et le deuxième élément, c'est les représentations. On se dit, et la représentation, c'est peut-être pas la vérité, mais ça finit par être une vérité. Si c'est comme ça que je vois les choses, il faut en tout cas prendre ce fait-là. Et donc, il y a une partie des gens jeunes, par exemple, qui vont dire ce que j'ai vécu, c'était atroce. Et en termes de santé mentale, on a d'ailleurs découvert, d'une certaine manière, la question de la santé mentale, qui était très très peu visible, présente, entendable dans la société française. Alors même qu'elle était là, et très fortement là, puisqu'on estime même que la moitié des gens touchés par ces problématiques-là ne sont pas connus. On ne sait pas, et donc ne sont pas nécessairement très bien accompagnés. Et que c'est un sujet qui, pour le coup, d'ailleurs, transcende là aussi toutes les générations. L'autre élément, oui, c'est vrai qu'il y a eu ce discours... Le professeur Delfrécy doit être dans la salle. Je dois dire que le truc du Covid, ça me fatigue un peu, quoi, au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'on revient toujours à ça et ainsi de suite. Bon, ça a marqué, évidemment, c'est pas rien. Mais passons peut-être à autre... Et juste si on reste là-dessus, les jeunes n'ont pas été... Le mot sacrifié me paraît très fort. N'ont pas été, comme les autres, dû s'enfermer. C'est même pas pour sauver les vieux ou les gros. C'est pour sauver l'hôpital public, qui était incapable de tenir. Et c'est ça l'enjeu. Ça n'a pas été autre chose. Et les vieux, on en a parlé parce que c'était mieux
à la radio ou à la télé de dire on veut sauver les plus fragiles que dire on veut pas que l'hôpital craque. Mais en fait, le vrai sujet, c'est comment on fait en sorte que l'hôpital craque pas complètement. Et donc, il y a eu cette technique-là qui a été faite. Voilà. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que ça a marqué les gens. Ça a marqué les gens jeunes en se disant, bah voilà tout ce que j'ai raté ou que j'ai pas raté parce que je suis prof, j'ai bien vu aussi toutes les stratégies de contournement. On peut aussi avoir de l'imagination quand on est jeune, ou quand on est moins jeune d'ailleurs. Et donc trouver aussi plein de pistes diverses. On n'est pas en Chine non plus. On n'était pas un pays où c'était si dramatique que ça. Voilà. Et puis, ce que j'ai vu aussi, c'est beaucoup de solidarité. Alors, la solidarité la plus commune, c'est d'un seul coup, je me rappelle que j'ai des grands-parents qui ont un jardin. Et donc c'est fou comme les jeunes ont aimé leurs grands-parents à cette période-là. Parce que j'ai vu avec les miens. D'un seul coup, tout le monde se barrait et tout ça. Voilà. Et ce qui est tout à fait compréhensible, et je porte aucun... Voilà, ils avaient raison. Voilà. Je vais aller dans un endroit où je me dis que ça va être quand même plus agréable. Et donc il y a eu... Mais très bien. Comme au moment en Espagne, quand il y a eu l'explosion du chômage des jeunes, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de ces jeunes-là sont repartis à la campagne. Comme quoi la campagne, c'est pas mal aussi. Voilà, parce que j'ai plus de boulot, mais au moins à la campagne, je fais un peu de travail au noir et puis je paye pas le loyer et ainsi de suite. Donc on bricole aussi, ce qui est très bien. Le bricolage, c'est on a des visions comme ça, y compris les sociologues qui vont regarder les statistiques. Ok, mais après il y a plein de manières un peu de se débrouiller. L'élément, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes possibilités de se débrouiller. De la même manière, vous avez démarré tous les deux en disant il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunes, finalement. Voilà. Et plein de manières. Alors, il y a les manières sociales. On va beaucoup axer, oui, ceux qui ont des moyens économiques, c'est différent que ceux qui n'en ont pas. Ceux qui vivent dans des endroits un peu plus légers, c'est différent que ceux qui étaient à 12 dans un studio, ainsi de suite. Tout ça est vrai. Il y a aussi un élément qui s'appelle... alors, je ne sais pas quelle est la part de l'inné et de l'acquis, mais en tout cas, il y a aussi des personnalités. Il y a des gens qui vivent plus ou moins bien les situations. Il y a des gens qui ont vécu, encore une fois, de tous les âges, qui ont vécu très très mal d'être enfermés. Et puis d'autres, il y en avait même à qui ça plaisait. Parce qu'après tout, pendant ce temps-là, voilà. Il y en avait aussi, je me souviens, parce qu'on continue à faire les cours et tout ça, il y en avait un qui m'a dit, mais c'est génial, parce que moi aussi, je vis une période historique. Et donc, il était content de ce truc-là. Ça ne veut pas dire qu'il était content de tout, mais en tout cas, il y avait aussi ces témoins-là. Donc, on a plein, mais tous, je pense que dans la salle, ça a été pareil. On n'a pas nécessairement vécu exactement de la même manière. Et surtout, on n'a pas eu nécessairement la conscience qu'on vivait de la même manière. Parce que parfois, c'est bien après qu'on se dit, waouh, finalement, j'ai pas très bien vécu les choses, quoi. Puis d'autres qui disent, ouais, non, ça c'est pas trop mal passé. Voilà. Donc, mais vraiment, ce que je retiendrai, c'est cette notion de, encore une fois, ok, on ne fait pas de concours et tout ça, très bien. Encore une fois, les concours des victimes, c'est un peu ennuyeux, mais on a aussi des représentations. Et sans doute qu'aujourd'hui, mais aussi parce qu'on est dans un environnement, on est aussi dans un pays très riche, très protégé, très confortable, où les gens ont pris aussi, toutes les générations, ont pris une certaine habitude de confort. Et donc, dès qu'il y a un petit truc qui ne va pas, c'est plus dur sans doute qu'à d'autres périodes où il y avait moins de cette habitude, tout simplement. Mais la question des représentations, de comment on l'a vécu, est quelque chose qui est au moins aussi important de ce qui a vraiment été vécu. Il faut toujours prendre en compte les représentations. Et de ce point de vue-là... Mais justement, si on reste sur cette question des représentations, je rentrais par ce que Jean Viard avait pu dire effectivement du Covid, sans s'enfermer dans la question du Covid. Est-ce que le Covid n'a pas quand même été l'occasion d'avoir une solidarité un peu nouvelle, ou en tout cas renouvelée ou intensifiée entre les générations, puisqu'on a demandé aux jeunes un effort, certes pour permettre à l'hôpital public de ne pas craquer, mais permettre à l'hôpital public d'accueillir précisément ceux qui étaient malades, et c'était les personnes âgées ou les personnes en mauvaise santé qui étaient les plus fragiles. Donc il y avait une sorte d'exercice de solidarité implicite, là où on a le sentiment que sinon, en termes de guerre des générations, on progresse assez peu. On a le sentiment que chaque époque nourrit sa propre guerre, l'imaginaire de sa propre guerre de génération. Mais 68, c'est une guerre de génération. Et on ne cesse d'alimenter, encore une fois, des préjugés mutuels, avec les jeunes cons d'un côté et les vieux cons de l'autre. Et on pourrait même avoir quelque chose d'aggravé, là précisément, avec la guerre climatique. Il n'y a plus de guerre mondiale, mais il y a quand même une guerre climatique qui ne pourra se régler que précisément s'il y a une solidarité entre les générations. Et la tentation pourrait être précisément pour les jeunes d'accuser les vieux d'être responsables de la crise climatique. Et les jeunes, légitimement, se revendiquant comme les principales victimes du réchauffement climatique, parce que les vieux ne vivront pas ça. Donc comment expliquer qu'on ne progresse pas un peu sur cette question de la guerre des générations, même si je sais que l'un comme l'autre, a priori, vous ne croyez pas à cette question des guerres de génération. Salomé. Déjà, il faut... Ah, je crois que ça marche plus. On va faire la solidarité. Merci, merci beaucoup.
Déjà, il faut rappeler que les tensions générationnelles ont toujours existé, qu'on en trouve des traces jusque dans l'Antiquité, qu'il y a toujours eu ce phénomène des, vous disiez, jeunes cons, vieux cons, où on a, oui, dans l'Antiquité, des traces de... alors moi, j'ai trouvé des personnes plus âgées, des philosophes qui critiquent ces nouvelles générations. Ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours les mêmes critiques qui sont adressées aux jeunes, quelles que soient les époques, c'est-à-dire qu'ils sont paresseux, qu'ils sont égoïstes, qu'ils sont incultes et que c'est une génération globalement complètement décadente. Et chaque génération semble penser ça de la suivante. Donc, rien de nouveau sous le soleil aujourd'hui, si ce n'est peut-être la caisse de résonance médiatique que ces propos peuvent parfois connaître et que j'ai essayé de développer dans le livre en montrant à quel point on avait une tolérance à l'égard des propos que je considère être anti-jeunes, ces propos qui visent à stigmatiser une génération tout entière, à dire le fameux génération narcissique. Il y a des titres de presse qui sont parus comme ça, sans que ça choque personne, alors que si moi, à 28 ans, en tant que journaliste, j'allais publier un article qui s'appelle « Génération boomer égoïste », je crois que ça ferait scandale et que ce serait normal, parce que c'est juste inadmissible en fait, de mettre toute une génération dans le même sac. Donc ces tensions générationnelles ont toujours existé. Je pense qu'on se rejoint sur ce point que ça n'a aucun sens, que c'est pas du tout une bonne manière de faire société que de se taper les générations les unes sur les autres. Donc moi j'appelle complètement à dépasser ce clivage qui n'existe pas toujours partout et pas de la même manière, puisqu'il y a évidemment des familles, notamment dans les familles en réalité, où le lien intergénérationnel s'opère, où il y a une vraie solidarité. On l'a vu aussi pendant le Covid, des enfants qui voulaient protéger les parents ou les grands-parents, des grands-parents qui ont aidé financièrement les enfants. Donc il y a une solidarité intergénérationnelle, elle existe, mais elle n'existe pas, ou peu, ou pas assez en tout cas, à l'échelle de la société tout entière, puisque de toute évidence, aujourd'hui, on a des jeunes qui ne vont pas bien, et je ne crois pas que ce soit uniquement un pur ressenti, une pure susceptibilité ou une pure tendance à la victimisation. Il me semble que l'argument qui consiste à dire que les jeunes seraient se complairaient dans une posture victimaire est une manière tout de même bien pratique de disqualifier les revendications des jeunes, le ressenti des jeunes, voire les appels à l'aide des jeunes. On parlait de santé mentale, je voudrais vous donner un chiffre qui est quand même un chiffre de Santé publique France qui est paru en février dernier, qui nous dit qu'un jeune sur 5 en France souffre de troubles dépressifs. Un jeune sur 5, c'est 20%, c'est monumental, et c'est 3 fois plus qu'en 2017, date de la dernière enquête. Donc le Covid a quand même fait des ravages de ce côté-là. Peut-être qu'il y a certains jeunes qui ont effectivement relativement mieux vécu la période que d'autres, mais si certains ont pu aller se réfugier, entre guillemets, chez leurs grands-parents ou dans des espaces où il y avait déjà de l'espace, même ceux-là, en tout cas ceux que moi j'ai pu interviewer, n'était pas satisfait, c'est-à-dire que c'était mieux d'être dans un jardin chez ses grands-parents, mais c'était quand même moins bien que de pouvoir vivre sa jeunesse pleinement. Ils avaient aussi, même ceux qui avaient une maison avec piscine, ce sentiment, encore une fois, d'avoir des années confisquées. Et puis, il y a tous ceux, et ils sont très nombreux, qui n'avaient pas accès à cet espace. Il y a ces jeunes qui ont constitué des files d'attente pour de l'aide alimentaire en plein Covid, qu'on a mis des mois et des mois, 8 mois pour être précise, avant de donner des aides publiques à ces jeunes-là, ou de se dire on fait peut-être des repas à 1 euro pour le Crous, où il y a une partie de la jeunesse qui a sombré dans une précarité matérielle. Et là, c'est pas du ressenti. Là, c'est des faits extrêmement concrets. Vous avez peut-être entendu parler de la crise des Restos du Cœur là récemment. La moitié des bénéficiaires du Resto du Cœur ont moins de 25 ans. Les premiers précaires en France, ce sont les jeunes, ceux qui sombrent dans une détresse matérielle. Il y avait une étude de l'Institut Montaigne également qui nous disait que 59% des jeunes ont des difficultés matérielles. Il y a 40% des étudiants qui sont obligés de travailler à côté de leurs études pour pouvoir subvenir à leurs besoins primaires. Donc on a quand même des jeunes qui sont très précaires. 38% des jeunes aujourd'hui sont précaires contre 7% des plus de 50 ans. Donc il y a des vraies difficultés. On peut discuter après de la légitimité du ressenti face à l'angoisse générale, mais je pense qu'il faut quand même noter qu'il y a des difficultés, qu'il y a des inégalités générationnelles et qu'avoir un emploi et même avoir une vision du monde quand on a grandi pendant les 30 Glorieuses, c'est pas la même chose que d'être jeune aujourd'hui en 2023 où l'avenir qui nous est promis est quand même très très sombre. Ça crée une anxiété qui touche énormément de jeunes, et pour arriver à la fameuse crise climatique dont on parlait, effectivement la crise climatique, on est inégaux face à cette crise. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas tous se battre ensemble contre ça. Ça ne veut pas dire que ça ne concerne pas tout le monde, parce que même les personnes qui ont aujourd'hui 80 ans vont subir des canicules qui sont déjà là. Il y a déjà des morts. Il y a eu des morts en 2022, des milliers de morts à cause de la canicule, qui sont principalement des personnes âgées. Donc, ça concerne toutes les générations, mais il y a une inégalité majeure qui a été soulignée dans le rapport du GIEC, qui a été également soulignée dans une étude de la très sérieuse revue Science, qui nous dit qu'une personne qui est née en 2020 va subir 7 fois plus de vagues de chaleur au cours de sa vie qu'une personne qui est née en 1960. Donc il y a un moment, on est obligé, je crois, d'acter cette inégalité qui est que les personnes plus âgées,
qui sont en majorité aujourd'hui démographique dans le pays, puisque les plus de 60 ans sont 2 fois plus nombreux que les 18-29 ans. Ces personnes-là font partie de ceux qui sont en train de décider, qu'ils le veuillent ou non, hein, de notre avenir. Et la spécificité pour moi de notre époque, c'est les points de bascule qui sont liés aux 9 limites planétaires, que je vous invite à vous informer sur le sujet si ce n'est pas le cas, qui nous montrent qu'il y a des points où, à partir desquels l'incertitude devient totale, où on passe des points de bascule, où on ne peut plus revenir en arrière. Le réchauffement climatique, c'est une de ces 9 limites. 6 de ces 9 limites ont été déjà dépassées. Et aujourd'hui, ce dont il faut avoir conscience, c'est que les décisions qu'on est en train de prendre et qu'on a déjà prises vont avoir des conséquences totalement irréversibles. Et pour moi, c'est vraiment la particularité du moment dans lequel on est, c'est qu'il faut qu'on ait conscience, et que toutes les personnes aient conscience, y compris des personnes de 60, 70 ans, 80 ans, que la manière dont elles votent, la manière dont elles placent leur argent, la manière dont elles se mobilisent, aura des conséquences pour leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs petits-petits-enfants, pour toutes les générations à venir, et que nous, on n'y pourra rien plus tard. Et c'est pour ça, pour moi, c'est pour ça que j'avais envie d'écrire ce livre, pour appeler à avoir une vraie considération des jeunes, pour avoir vraiment envie de préserver leur avenir, de préserver l'habitabilité de la planète. Et ça ne passe pas que par la transmission de patrimoine, même si bien sûr c'est très important, et aujourd'hui c'est la première manière d'exercer cette solidarité. Je connais pas de gens, voire très peu de gens qui disent moi mes enfants je m'en fous, ils peuvent vivre sur une planète cramée, rien à faire. La plupart des gens ont envie, aiment leurs enfants, aiment leurs petits-enfants et ont envie de leur donner un futur désirable. Et souvent, ils se disent, je vais accumuler du patrimoine, je vais accumuler de l'argent, du capital culturel, je vais leur transmettre des choses à cette échelle individuelle. Sauf que ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas à donner un avenir désirable à vos enfants, à vos petits-enfants. Et c'est pour ça que j'ai consacré une partie assez conséquente à l'écologie là-dedans, parce que pour moi, c'est un des facteurs de tension générationnelle. Effectivement, il y a des jeunes que j'ai pu rencontrer qui ne représentent pas la majorité, mais qui sont en colère, qui sont vraiment en colère contre les fameux boomers, qui est une expression à la base sociologique, qui désigne juste une partie des générations, mais de dire effectivement, vous avez tout eu, et en plus, maintenant, non seulement vous ne nous aidez pas à préserver notre avenir, mais en plus, vous nous critiquez. Et ça ne représente pas la majorité des jeunes qui pensent ça, mais on peut quand même... Je ne réponds pas du tout ce type de discours, je pense que c'est contre-productif et que ça sert à rien, mais on peut essayer de comprendre pourquoi il y a des jeunes qui le ressentent de cette manière et comprendre comment on va dépasser ça collectivement, parce que c'est absolument indispensable et on ne peut pas laisser aux seuls jeunes la responsabilité de tout changer, la responsabilité de tout reconstruire. Et je crois que, sans parler de colère, il y a beaucoup de jeunes qui sont anxieux. Et oui, je sais que ce mot ne plaît pas, où on se dit les jeunes, c'est des stressés, ils sont sensibles, ils sont hypersensibles. Mais je crois que les jeunes ont toutes les raisons d'être inquiets, au vu de la direction qu'on prend, au vu de l'inquiétude des scientifiques, si on reste sur le plan écologique, au vu de la crise économique, au vu de la crise politique, au vu de la crise démocratique. Je crois que les jeunes ont toutes les raisons d'être inquiets et qu'on aurait toutes les raisons, collectivement, d'aider ces jeunes qui sont en détresse en termes de santé mentale, d'aider ces jeunes qui sombrent dans la précarité, d'aider ces jeunes qui n'ont plus accès à des études correctes dans le service public, enfin dans l'université publique, d'aider ces jeunes qui sont confrontés aux failles du système en permanence et qui sont des failles qui, à mes yeux, s'accentuent. Serge, est-ce que sur ce lien entre guerre climatique et guerre des générations, vous avez une forme d'inquiétude? Est-ce que la guerre climatique pourrait raviver une guerre des générations? D'abord, souvent vous avez repris l'expression des jeunes cons et des vieux cons. Il y a aussi une continuité. C'est-à-dire que c'était Louis Aragon qui disait c'est avec les jeunes sots qu'on fait les vieux cons. C'est-à-dire qu'on peut aussi faire toute une carrière de bêtises, mais on peut aussi évoluer. Dans les deux sens d'ailleurs. Voilà. Donc c'est aussi pour se dire, voilà, les choses sont pas fermées comme ça. Deuxième élément, oui, alors, parvenir les uns les autres. Je rappelle juste que les 30 Glorieuses, ça s'est arrêté en 1974. Donc voilà, donc ça commence à dater. Donc à chaque fois, renvoyer les gens aux 30 Glorieuses, là aussi c'est un peu daté. La plupart des gens qui travaillent ont, je crois même tous, puisque la retraite est relativement tôt en France, c'est un autre sujet, mais on ne va pas y revenir. Mais il est quand même exactement dans la même histoire. Voilà, depuis 1974 jusqu'à l'année dernière, c'était le chômage de masse. Et donc la plupart des gens qui ont travaillé toute leur vie, c'était quand même dans l'inquiétude, en tout cas quand tu étais dans le privé, de se dire « Waouh, je perds mon job, ça ne va pas être si simple que ça de le retrouver ». Donc ça a aussi marqué des générations et des générations. Donc faut aussi... Voilà. Donc l'histoire... alors après, c'est vrai... Salomé disait on a beaucoup méprisé les jeunes, ainsi de suite, mais le hockey boomer n'était pas mieux. Et c'est vrai que ce côté de vouloir opposer
est assez idiot. Parce que je crois fondamentalement qu'aujourd'hui, la notion de génération, elle ne veut plus dire grand-chose. C'est embêtant pour moi parce que j'ai fait tout mon business sur la question des générations. Mais là, il y a une telle diversité de personnes du même âge qui ne sont pas pareilles, que du coup, ça devient même, je pense, très très difficile, y compris entre les jeunes, qui peuvent avoir des représentations très très différentes, des réalités très très différentes, mais aussi des imaginaires extrêmement différents. Et c'est pareil pour toutes les générations. Voilà. Ça, c'est peut-être juste pour mettre ces éléments-là, toujours dans cette histoire de contexte, parce qu'on comprend le monde en prenant en compte le contexte et en prenant en compte les imaginaires. C'est comme ça que ça marche. Qu'il soit bon ou mauvais, c'est presque un autre sujet. En tout cas, c'est ces éléments-là. Ce qu'on a pu voir au moment Covid et autres, c'est qu'en effet, il y a eu plein de micro-solidarités. C'est intéressant parce que tout le discours médiatique, c'était les pauvres vieux, ils vont mourir. Et donc après, ce que je disais parfois, vous étonnez pas que les jeunes ne fassent pas attention, vous passez votre vie à leur dire, il n'y a que les vieux qui sont en risque. Donc les jeunes, ils se disent, nous, on n'est pas en risque. Ce qui était totalement faux. Un jeune qui boit 3 litres de coca par jour, il était plus en risque qu'un monsieur de 75 ans, une dame de 75 ans, qui va faire du vélo tous les matins. Parce que voilà, la question de santé et tout ça était très très majeure. On n'a pas arrêté. Et le deuxième élément des médias, c'était dès qu'il y avait des jeunes qui faisaient un apéro et tout dehors, on mettait, vous voyez, ils passent leur vie et tout ça. C'est-à-dire que souvent, je remarquais d'ailleurs, souvent c'était un peu les mêmes images qui repassent, ainsi de suite. La réalité est bien moins caricaturale. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de solidarité, mais des deux côtés. Des jeunes qui d'un seul coup se rappellent que sur l'étage, il y a Madame Denise, à qui on n'a jamais trop parlé, qui elle-même d'ailleurs n'a jamais trop parlé, et puis là on va lui dire, est-ce que vous voulez que j'aille faire les courses pour vous? Puis il y a Madame Denise qui, le soir, tapait à la porte en disant, j'ai laissé sur le perron une soupe, puis s'en allait parce qu'on avait peur d'attraper le Covid, ainsi de suite. Il y a eu plein de micro-solidarités, ce qui fait fondamentalement une société. Une société, c'est en grande partie ce qui se passe tout en bas. Et il y a eu plein de très très jolies choses. Bien sûr qu'il y a eu des choses moins jolies, mais comme toujours, une société, c'est fait de 3% de justes, 10% de salauds, et puis des gens qui sont un peu entre les deux. Et ça a été ça pendant la guerre, ça a été ça, on est à Lyon, on peut en parler, enfin voilà. Et ça a été comme ça aussi. Et on a applaudi certaines catégories de population, dont une partie était dans les catégories dont j'ai parlé. C'est pas parce que voilà. Bon, il y a eu plein de choses, et donc il y a eu des choses merveilleuses, et il y a eu des salopards, tous, les gens qui ont volé les masques pour les revendre. Bon, il y a eu tout. Et il y a eu aussi des trucs extraordinaires. Donc, parce que c'est une société, on disait, la France n'est jamais qu'une société qui participe de cela. Ensuite, ces questions d'anxiété, qu'on aime le mot ou pas, en tout cas, il y a une inquiétude très forte, mais pas seulement des jeunes, de tout le monde, de dire comment ça va se passer. Alors, je m'amuse toujours à rappeler que beaucoup de vieux, pendant longtemps, ont dit il n'y a plus de saison. On se moquait toujours d'eux. Non, t'as vu, il dit encore il n'y a plus de saison. Sauf qu'ils avaient raison. C'est des sortes de lanceurs d'alerte que personne n'écoutait. Parce qu'en 80 ans de vie, on peut voir, mais parfois on parlait de l'Ardèche, en 10 ans de vie, on peut le voir aussi. C'est-à-dire qu'on peut voir très vite, ça s'est dégradé quand même, et la dégradation s'est accélérée. On ne l'a pas vu pendant très longtemps. Il y avait quelques personnes qui en parlaient. Il y avait très peu de politiques qui en parlaient. Je me souviens d'avoir écouté un échange comme ça, d'avoir réécouté avec Pierre Mendès France dans les années, fin des années 70, qui parlait déjà des enjeux et tout ça. Il y avait très peu, il n'y a plus beaucoup de Pierre Mendès France disponibles déjà. C'est un peu un sujet. Voilà. Et les politiques ont assez peu fait leur job. Mais d'une manière plus générale, c'est vrai que ces questions-là ont mis beaucoup de temps à émerger. Et elles émergent du jour où les gens le voient vraiment. Et de ce point de vue-là, c'est comme la transition démographique. Ça fait longtemps quand même qu'on alerte en disant attention, le vieillissement arrive, il faut peut-être y faire quelque chose. Les gens, ça embêtait les politiques parce qu'on ne fait pas carrière sur les vieux, pas plus en sociologie qu'en politique. Et la transition écologique, c'est exactement la même chose. On attend d'être face au mur pour commencer à se dire, vous savez, c'est ce président de la République qui avait commencé des vœux en disant qui aurait cru. Bon, voilà, c'est pas une question de croyance, c'est une question de savoir. Mais simplement, on n'a pas voulu savoir. Et simplement, aujourd'hui, alors, oui, les plus jeunes, alors, l'argument de Salomé Saké est évidemment très fort en disant, nous, on va subir beaucoup plus fortement que ceux plus vieux, parce qu'ils vont mourir avant. Alors, on peut aussi regarder les choses un tout petit peu différemment en disant, on peut peut-être, mais ça, c'est presque une question philosophique, ou anthropologique, j'en sais rien, on peut peut-être se dire, attends, on peut aussi peut-être agir. Parce que l'histoire du GIEC, c'est pas tout est foutu. Il y a une partie de la population radicale, écolo, qui fait son beurre là-dessus, en disant les effondristes et tout ça, très bien, ça se respecte. Mais il y a aussi des gens qui disent attention, on peut peut-être agir. Et moi, je préfère ceux qui se disent on peut peut-être agir. Et si on agit, peut-être que, quand les jeunes en question auront 80 ans, peut-être que ça sera moins pire. Je dis bien peut-être. Je suis pas là, voilà. De toute façon, j'ai pas la compétence pour le dire. En tout cas, ce que je pense, c'est qu'on a plus intérêt à se dire comment on fait pour bouger et comment on fait pour bouger tous ensemble.
C'est ni une question des jeunes, ni une question des vieux. Ça ne marchera que si on le fait ensemble. Ça ne marchera pas si on passe notre vie à dire c'est de ta faute ou toi tu fais rien. Ça marche pas comme ça. Et dans les c'est de ta faute, toi tu fais rien, il y a des gens de 80 ans, des gens de 60 ans, des gens de 40 ans et des gens de 20 ans. C'est pas voilà, il y a pas de voilà. Il y en a plein qui font rien. La seule différence, c'est qu'avant ceux qui faisaient rien, ils avaient une excuse, c'est qu'ils savaient pas. Aujourd'hui, ceux qui font rien, ils n'ont aucune excuse parce que tout le monde sait. C'est quand même un petit peu différent. Mais je rappelle que 22% de la population, jeunes et vieux confondus, pense qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Donc il n'y a pas non plus un consensus total là-dessus. Donc c'est aussi comment on fait pour je vais dire un gros mot, pour travailler ensemble. Comment on fait pour travailler ensemble et pour coopérer ensemble pour justement agir sur ces questions-là. Et encore une fois, pour moi, il y a vraiment deux attitudes où c'est foutu, c'est votre faute et on va se planquer. Et c'est d'ailleurs hyper individualiste. Ou bien ça va pas très bien, mais si on s'y met, peut-être qu'on peut au moins réduire les risques ou faire un certain nombre de choses. Et je préfère la deuxième. C'est pas optimisme ou pessimisme, ça n'a rien à voir. C'est optimisme de la volonté d'une certaine manière. On va revenir avec des Gramsci, tout ça. Voilà, c'est cette question-là. Est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on a envie, y compris avec un peu d'inconfort, est-ce qu'on a envie d'essayer de se bouger ensemble et d'essayer de faire avancer les choses ensemble. Salomé, je te laisse réagir. J'ajoute juste du coup à ce que dit Serge, cette histoire donc il y a l'éco-anxiété d'un côté qui est totalement documentée par les études, etc. Et puis dans le débat public, il y a une forme de procès en éco-hypocrisie en disant ouais, les jeunes ils sont bien mignons, ils sont éco-anxieux d'un côté, mais encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, ils sont quand même toujours en train d'aller acheter le dernier iPhone ou la dernière paire de Nike. Et donc en réalité, ils ont comme leurs parents une très grande difficulté à se sortir des schémas de la société d'hyperconsommation et à se désaliéner. Est-ce que la jeune génération, on imagine qu'elle va réussir à être la première à se désaliéner, ou est-ce que la jeune génération, en fait, elle se berce et en même temps, elle nous berce un peu d'illusions par rapport à ça, par rapport à notre capacité collective à sortir de ça? Effectivement, c'est une des critiques qui est beaucoup adressée aux jeunes, mais avant, j'aimerais juste revenir sur ce qui a été dit sur la solidarité intergénérationnelle et sur la nécessité de travailler ensemble. Je vous rejoins à 100%. On ne peut pas faire reposer la responsabilité de faire changer les choses que sur une seule génération. Ça n'aurait d'ailleurs aucun sens, puisque les générations, on l'a dit, c'est un concept tout à fait discutable, et on peut parfaitement réfléchir au fait de mettre ensemble des personnes qui ont des classes sociales très différentes et qui pourtant juste appartiennent au même âge. Donc bien sûr qu'il faut qu'on travaille tous ensemble et qu'il y ait un mouvement intergénérationnel. Mais ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et politiquement, ce n'est pas le cas. Sur les solutions, vous avez totalement raison. Ce n'est absolument pas foutu. Aujourd'hui, il n'y a aucun scientifique qui vous dit que de toute manière, c'est bon, tout va s'effondrer et que ça ne sert plus à rien de faire quoi que ce soit. Ce que nous dit le rapport du GIEC, le 6e rapport du GIEC, le 3e volet du 6e rapport du GIEC, qui fait 3000 pages, est composé de solutions. 3000 pages de solutions de scientifiques qui nous expliquent comment on peut s'organiser collectivement pour changer profondément notre système, notamment économique, pour pouvoir faire face aux enjeux à venir. Et c'est ça, moi, qui me donne envie d'écrire ce livre, c'est ça qui me donne envie d'être là aujourd'hui, c'est-à-dire on peut tout à fait agir et on doit absolument agir. Par contre, ça ne suffira pas de faire planter quelques arbres par des collégiens. Ça ne suffira pas. Et ce que nous disent les scientifiques aujourd'hui, c'est qu'on est complètement à la traîne. Je prends que le cas de la France et on pourrait discuter du niveau international, mais déjà à l'échelle de la France et déjà ne serait-ce qu'en termes d'adaptation sur notre territoire, on peut faire énormément de choses et on ne les fait pas et on n'est pas à la hauteur. Et c'est pas moi qui le dis, c'est notamment le Haut Conseil pour le climat qui est une institution indépendante, un conseil indépendant de scientifiques qui a été créé par Emmanuel Macron, qui nous dit qu'on n'est pas à la hauteur. Si on prend un simple projet, et c'est pas des paroles de militants, c'est vraiment des paroles scientifiques. Si on prend le projet de l'autoroute A69 qui est censé relier Toulouse à Castres, qui est aujourd'hui soutenu par le gouvernement, donc des personnes qui préparent notre avenir, ce projet est décrié par l'ensemble des scientifiques. Il y a 200 scientifiques aujourd'hui qui sont mobilisés contre ce projet. Il y a 2 scientifiques co-auteurs du GIEC qui sont français qui se sont mobilisés contre ce projet. On a l'autorité environnementale qui a donné un avis défavorable. On a l'intégralité aujourd'hui des spécialistes qui nous disent que ça met en péril notre avenir. Et pourtant, on continue. Et quand on parle d'éco-anxiété, c'est ça qui terrifie, je crois, les jeunes, sans dire que ce sont tous des militants écolos. La plupart des jeunes ne sont pas des militants écolos. Par contre, la plupart des jeunes sont anxieux face à cet avenir. Et ce qui crée l'éco-anxiété, c'est le constat de l'inertie politique. C'est la sensation que les adultes, entre guillemets, qui sont aux manettes, ne gèrent rien du tout et qu'on est coincé à l'arrière d'une voiture qui va à 130 km/h dans un mur. Et c'est ça qui fait peur. Et
à chaque fois, je trouve ça bien pratique de remettre, encore une fois, sur les épaules des jeunes leurs propres contradictions, parce qu'ils sont contradictoires. Parce qu'on est né dans un système individualiste qui privilégie la consommation, la surproduction, et que les jeunes ne sont pas exemples de ça. Les jeunes ne sont pas plus vertueux que les autres générations, et tout l'objet de mon livre, c'était de dire, voilà ce que vivent les jeunes aujourd'hui, voilà les difficultés auxquelles ils font face. Ils ne sont pas mieux, mais ils ne sont pas moins bien que les jeunes d'avant. Par contre, petite spécificité, ils sont exposés à vraiment un immense défi, à une immense... J'aime pas le mot catastrophe parce que on dirait que c'est quelque chose de l'ordre de la fatalité, mais ils sont exposés à d'immenses dangers, en tout cas, face auxquels on doit réagir collectivement et face auxquels on ne réagit pas. Et quelque chose qui différencie les générations, c'est l'éco-anxiété. C'est que les jeunes sont globalement, et plusieurs études le montrent, notamment une étude de The Lancet, nous montre que les jeunes sont globalement plus inquiets que les plus âgés face aux conséquences du réchauffement climatique. En termes de conscience, vous avez raison, il y a aussi des jeunes climato-sceptiques, il y a aussi des personnes plus âgées climato-sceptiques, je pense que globalement on a tous compris qu'il y avait un gros problème, mais par contre, les jeunes, ça les inquiète plus. Et là encore, l'inégalité, c'est qu'on ne va pas être exposé de la même manière. Et là, il y a une nécessité d'avoir un sursaut collectif, de réagir pour, encore une fois, pas suivre des dogmes politiques ou des idéologies, mais simplement essayer d'écouter ce que nous disent les scientifiques. Et moi, dans un livre sur les générations, j'ai décidé de donner la parole à des scientifiques, à des climatologues, à des personnes qui d'ailleurs ont 50, 60 ans, qui sont éco-anxieux, qui sont terrifiés parce qu'ils ne sont pas écoutés par les hommes et les femmes politiques, ou en tout cas ceux qui sont au pouvoir. Et là, on arrive à la fin sur quelque chose de très politique, parce qu'à la fin, tout ça est quand même une question de choix politique. Je me moque complètement de la couleur politique des personnes qui vont préserver l'avenir des jeunes, mais ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, et ça a été très documenté pendant la campagne présidentielle, sur quel parti prenait en compte, juste prendre en compte, sans parler même des solutions, qui prenait en compte réellement le réchauffement climatique, la perte de la biodiversité, il y avait toute une partie des partis politiques qui n'avaient même pas inscrit le mot environnement ou le mot écologie dans leur programme. Et ces partis-là sont les partis préférés des personnes plus âgées. Et c'est un fait de sociologie politique qu'on a pu documenter, alors qui s'explique bien évidemment, encore une fois, c'est pas que c'est des vieux égoïstes qui voudraient pas préserver l'avenir des plus jeunes, c'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'ils votent pour ces partis pour des raisons très complexes sociologiques, mais à la fin, ces partis compromettent notre avenir. Et nous, les jeunes, on est en minorité face à ça. On pourra revenir un petit peu après sur le vote des jeunes, mais ouais. Ça crée quand même un sentiment même pas de colère, même pas d'injustice, je le disais, mais de peur face à cet avenir-là. Je me permets, Salomé, de vous couper là-dessus, parce que, c'est le moment de faire entrer nos étudiants. Et précisément, alors, je casse un peu mon fil conducteur, comme on est sur l'éco-anxiété et que Serge lui-même voulait réagir, on a aussi une question sur l'éco-anxiété. Donc c'était Chani qui devait rentrer en premier, mais est-ce que Lucille, qui a une question là-dessus, pourrait du coup passer en premier, nous rejoindre sur la scène pour sa question sur l'éco-anxiété? Prenez place. Bienvenue. Merci. Bonjour à tous. Donc oui, ma question se porte sur l'éco-anxiété. Face à un système où l'empreinte zéro carbone n'existe pas, les voix des militants antinatalistes s'élèvent et se font de plus en plus fortes. Et vous l'avez dit tout à l'heure, face à un effondrement de la confiance envers l'avenir, on remarque que le changement climatique a de forts effets, non pas sur notre environnement, mais aussi sur notre psychisme et nos comportements reproductifs. Alors certains jeunes ne veulent plus faire d'enfants et ne veulent pas faire d'enfants. Et réduire la population sur Terre permettrait-il vraiment de sauver notre planète? Et n'exposerait-il pas plutôt à de graves problèmes économiques, sociaux et géopolitiques? Ou ne faudrait-il pas plutôt, comme l'a dit l'écrivain et professeur canadien Jerry Burney, ne pas laisser une meilleure planète à nos enfants, mais de laisser de meilleurs enfants à notre planète? Des réponses un peu courtes. Merci beaucoup pour cette question, parce qu'elle a été traitée dans un livre par un chercheur qui s'appelle Emmanuel Pont, qui s'appelle « Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ?» et dont la conclusion est assez claire sur le fait que non, c'est vraiment un mythe de penser que la démographie est notre premier problème, et qui à la fin nous montre que c'est vraiment une question de mode de vie, et au contraire que c'est une question de mettre des enfants au monde qui vont avoir conscience de la manière dont on doit protéger l'environnement. Par contre, pour revenir sur le fait qu'effectivement, il y a de plus en plus de jeunes
jeunes qui ne veulent plus faire d'enfants. Et ça, souvent, ça suscite des cris d'orfraie. Mais comment? Mais ces jeunes, ils vont nous mener à notre perte s'ils ne veulent plus se reproduire. Moi, je trouve que ça doit nous alerter de se dire, mais on en est au point où on n'a tellement pas réussi à rassurer ces nouvelles générations, à préserver leur avenir, qu'il y a une partie d'entre elles, qui en réalité n'est quand même pas majoritaire aujourd'hui, mais il y a une partie d'entre elles qui ne veut même plus faire d'enfants. Et moi, je le traite dans le livre comme étant le symptôme ultime de l'éco-anxiété très poussée. Alors parfois, c'est pas que d'ailleurs pour des raisons écologiques, mais ceux qui le font pour des raisons écologiques, c'est quand même le signe d'une terreur. Et je pense pas que le débat, c'est de savoir si c'est bien ou non de pas faire des enfants. C'est plus de se dire, mais comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé à ce qu'il y ait des jeunes en masse qui se disent « je n'ai pas assez confiance en l'avenir pour vouloir des enfants ». Est-ce que Chani veut bien nous rejoindre parce que les questions sont liées. Et donc merci beaucoup, Lucille. Super. Sur la question de la jeunesse et de son futur. Merci Chani. Bonjour à tous, donc je m'appelle Chani, je suis étudiante en 3e année. Alors, je vous remercie déjà pour ce débat qui était constructif. Moi, ma question porte plus sur notre relation au travail. Je me demande en fait s'il est réellement possible pour nous, pour notre jeunesse, de prévoir, visualiser un futur qui est sans cesse en quête de stabilité, quand aujourd'hui, les métiers sont plus du tout ceux de demain et qu'en formation ne rime plus avec obtention d'emploi. Oui. Déjà juste ce qui a été dit avant, oui, il y a plus de jeunes qui veulent plus faire d'enfants. Cela dit, c'est pas seulement une histoire d'éco-anxiété, c'est beaucoup plus large que ça. Et il y en a plein. C'est que le modèle classique, ce que j'appelle la famille PME, papa, maman, les enfants, ça a pris du plomb dans l'aile, quoi. Et qu'on peut réussir sa vie. Vous savez, la question réussir dans la vie, réussir sa vie autrement que sur un modèle familial nucléaire assez classique. Le mot nucléaire n'ayant rien à voir avec... voilà, faut faire attention parce que voilà, après on va se faire... voilà. Donc ça, et qu'il y a derrière, par exemple, des gens qui disent simplement je veux pas de responsabilité ou je veux être plus tranquille. Enfin, voilà, il y a plein d'autres choses. Donc faut aussi... En revanche, totalement d'accord, c'est pas ça qui va être la bonne réponse. C'est pas parce que tu arrêtes de faire des gosses, c'est comment on construit ces projets-là. Sur la question du travail, d'abord, ça fait là aussi, c'est comme l'histoire de des 30 Glorieuses. Ça fait un moment quand même que globalement, les gens, souvent pas de leur choix, mais ont été obligés d'arrêter et de se former autrement. Parce que simplement, ils étaient mis dehors de l'entreprise. Et donc, encore une fois, le chômage, ça fait plus de 40 ans. Et donc, les gens l'ont subi. Et donc, les générations précédentes ont eu aussi beaucoup à le vivre. Simplement, c'est pas simple. Il y a eu certainement une accélération liée, entre autres, aux innovations techniques, technologiques et tout ça. Bon, et puis, il y a des modes de comportement qui sont différents. Donc, c'est vrai que, d'un côté, logiquement, même si on n'est pas parti pour jusqu'à la prochaine réforme en 2028, logiquement, les gens vont devoir travailler plus longtemps. Parce que justement, il y a cette question démographique, avec moins de jeunes et plus de vieux. Et que donc, à un moment donné, il y a une question de financement et tout ça. Mais on peut préférer faire le système retraite à 60 ans. AXA est super content de tous les mouvements autour de la retraite à 60 ans. C'est super pour les assureurs. Donc voilà, donc on va peut-être arriver vers là. Mais en tout cas, vous avez parfaitement raison. Il y a un moment où il y a une grande difficulté à se dire, je fais une formation. Et finalement, la formation que je fais, elle doit surtout me permettre de pouvoir en faire d'autres, de certaine manière. Et la question, c'est, est-ce que je suis capable? Alors, c'est une question intellectuelle, c'est une question de formation, mais il y a les deux. Et tout le monde n'est pas nécessairement capable, parce que tout le monde n'a pas l'envie, le besoin, la possibilité de se renouveler. Mais nos vies, et les vôtres encore plus, vont être dans une logique de recommencer. Sans oublier ce qui a été fait avant, mais de se réinventer. Mais c'est génial d'une certaine manière. Alors, ça peut être un peu sportif, ça peut être parfois très déstabilisant. Il y a des gens, il y a une école qui me fait penser, mais je la citerai pas, il y a des gens qui passent un concours à 25 ans, et leur idée, c'est à 65 d'être toujours au même endroit. Il y a des gens qui ont 25 ans aujourd'hui, finalement, je discutais avec eux, c'était moi le jeune de la bande. Parce que... Et quand je leur expliquais, non, j'avais fait plusieurs boulots et tout, ils me regardaient. Pour eux, leur rêve, c'était surtout que ça ne bouge pas. Il y a plein de gens comme ça. Et cela, ça peut être difficile parce que sans doute qu'on va être obligé de bouger de plus en plus et que vous allez être obligé de bouger de plus en plus. Et l'enjeu, c'est est-ce que les formations dont je bénéficie, il y a un côté technique, il faut bien que je sache faire quelque chose, mais il y a aussi un côté apprendre à apprendre. Et est-ce que les formations que l'on suit, je n'en doute pas. Pour HEIP, je fais partie du même groupe, donc je n'ai pas du tout intérêt à en douter, mais je n'en doute pas, parce qu'au contraire, mais c'est aussi la question de la culture générale. Or, on dévalorise la culture générale. On a besoin de cette culture générale, qui est le seul moyen d'arriver, et je vais même dire un deuxième gros mot après le mot travail, je vais dire le mot livre, avec du papier. Il y a besoin aussi de lire, de réfléchir,
d'écrire, de lire, et ainsi de suite, pour se préparer à évoluer. Mais évoluer, c'est garder de la curiosité, et c'est sans doute le plus formidable remède contre le vieillissement. En tout cas, c'est ce que j'espère. J'écoute. Est-ce que, du coup, Inès veut bien nous rejoindre pour la troisième et dernière question et la clôture de cette première table ronde, histoire qu'on ne prenne pas trop de retard, sinon c'est comme chez le dentiste après. Le premier rendez-vous prend du retard et le dentiste est en retard toute la journée. Elle se passe le micro, c'est génial, il y a un relais, c'est beau quand même. Bonjour Inès. Bonjour à tous, merci de nous recevoir, nous, en tant qu'étudiants, donc sur cette scène pour vous poser des questions en tant que jeunes. Alors, vous parliez tout à l'heure des préjugés intergénérationnels, et ma question, elle porte relativement sur ce terme tout de même. C'est donc comment expliquer en fait qu'aujourd'hui, les jeunes sont trop facilement catalogués dans des cases très radicales, qui sont soit donc désintéressement total, politique, diplomatique, géopolitique, scientifique de la situation actuelle, ou alors, à contrario, dans la case en fait du wokiste extrémiste. Et comment donc expliquer en fait ce rejet et cette représentation très caricaturale et ce désintéressement total de l'implication des jeunes de la part des plus âgés. Merci. Salomé, la réponse et la conclusion du coup pour toi. Rapidement, alors j'ai 20 secondes. Merci beaucoup pour cette question. Je n'explique pas malheureusement l'existence de ces clichés. Je constate qu'ils existent depuis longtemps, mais là aujourd'hui, je trouve qu'encore une fois, ils trouvent une caisse de résonance médiatique qui est particulièrement inquiétante et surtout qui fait beaucoup de mal. C'est pour ça que j'ai écrit Sois jeune et tais-toi, pas du tout pour faire un procès aux générations précédentes. À aucun moment, et je le précise vraiment à de nombreuses reprises, mais pour essayer de faire comprendre ce que vivent les jeunes et pour essayer de rétablir ce dialogue intergénérationnel, pour dire mais les jeunes ne sont pas justement ces ignorants, ne sont pas ces incultes. Les jeunes aiment lire, contrairement à ce qu'on pourrait penser. La plupart des statistiques, la plupart des études sociologiques vraiment vont à l'encontre de tous ces clichés qu'on peut avoir sur les jeunes. Le wokisme en est un très très bon exemple. La plupart des jeunes ne sont pas des militants radicaux. On le voit dans toutes les études sur les modes de politisation des jeunes. Donc je pense qu'on gagnerait collectivement, encore une fois, à mieux comprendre cette jeunesse. Et je terminerai vraiment sur le fait que ces clichés sur les jeunes font beaucoup de mal aux jeunes, qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne se sentent pas compris, qui ne se sentent pas entendus, qui se sentent dans une immense solitude, et que ceux qui sont les plus en proie à tomber avec des troubles de la santé mentale, à tomber dans cette solitude, ce sont ces jeunes qui n'ont pas autour d'eux des personnes plus âgées pour les écouter, pour leur apporter une certaine écoute et une certaine indulgence et une certaine considération. Et que vraiment le message de fin que je veux donner, c'est vraiment donnons autant de considération aux jeunes qu'on donne aux personnes qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Les jeunes ne sont pas moins bien que le reste de la société et on en a sacrément besoin pour pouvoir avancer. Serge, tu as 3 secondes. Alors, vraiment très très vite. Toutes les générations ou toutes les catégories ont l'impression d'être déconsidérées. Tout le temps. Moi qui travaille beaucoup sur les vieux, ils passent leur vie à me dire ça. Toutes les générations, parce que c'est comme ça. Alors là, plus ou moins, je ne rentre pas dans le débat. Et deuxième élément pour revenir à votre élément, c'est que en effet, très souvent, on a l'impression que ce qui intéresse des journalistes qui habitent Paris, 6e arrondissement, c'est ce qui intéresse la France entière. Et ça, le vrai sujet, il est là. Merci beaucoup. Merci 1000 fois à Salomé. Merci 1000 fois à Serge. Merci beaucoup aux 3 étudiantes qui nous ont rejoints. Si tous ces sujets vous ont intéressé ce matin, n'hésitez pas à lire les livres de nos 2 invités. Ils sont excellents. Merci beaucoup.